Bien, bonjour et merci d'être là pour rencontrer Jamie Gourmaud. Alors, quand on dit Jamie Gourmaud, quand on dit Jamie, tout de suite fait tilt. Hein. Tu fais mieux que Tintin, parce que 7 à 77 ans, toi, c'est un peu avant et un peu après aussi. Mais je dure depuis moins longtemps que Tintin. Voilà. Donc, Voilà. il est encore largement devant. Et j'ai vu que le journal de Mickey a fait un sondage et que pour les 7-14 ans, tu es la 7e personnalité préférée des jeunes. Ah, ça t'étonne? Ça m'étonne toujours. Il faut toujours s'étonner de ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir, mais ça m'étonne toujours parce que je ne fais pas ce métier pour ça, et puis parce que j'ai l'impression de ne faire que mon métier, rien de plus. Alors, est-ce qu'il justifie tout cela? Après, voilà. Moi, je n'apporte pas de réponse à cette question. Bon, et quand tu as commencé, alors tu as fait de la radio, de la presse écrite, en fait tout ça, tu pourras bien sûr en parler, mais quand tu as commencé, tu as plutôt bien commencé, puisque je crois que c'est en 90, tu as remporté un prix du jeune reporter au Festival du Scoop d'Angers, oui, qui est un festival assez important à ce moment-là et qui distinguait en effet les meilleures réalisations des journalistes. Donc c'était déjà l'aventure qui commençait. Oui, c'est une aventure qui a commencé. C'est un métier que j'ai toujours rêvé faire. J'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi dès votre âge, même avant. À 13 ans, j'avais envie de faire ce métier. Et puis ça s'est confirmé avec le temps. D'ailleurs, ça me fait tout drôle d'échanger avec toi, Marie-Laure, parce que quand j'étais jeune adulte, je me souviens, je préparais le concours d'école de journalisme. Je regardais bien sûr les JT pour m'informer, me nourrir et tout. Et je te regardais voilà, à la télévision et je me disais, j'espère qu'un jour je pourrai faire ce métier et le faire aussi bien. Alors évidemment, j'étais moins doué pour les sciences. Je n'envisageais surtout pas de présenter un JT, mais voilà, tu as fait partie des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri. Mais oui, c'est une aventure qui a commencé très tôt et un métier que j'aime beaucoup faire, qui a commencé derrière la caméra avant d'être devant. Je suis arrivé devant la caméra un petit peu par hasard. J'ai souvent raconté cette histoire, mais oui, au début, j'étais JRI, j'étais journaliste, reporter d'image, et j'ai fait quelques documentaires. J'ai eu la chance, comme je dis parfois, la chance entre guillemets, de commencer mon métier à l'époque où l'Union soviétique s'effondrait et les républiques satellites de l'Union soviétique s'effondraient aussi, et de découvrir ce monde derrière le rideau de fer, avec, là, en l'occurrence, ces horreurs. Alors, et puis, en 93, commence la grande aventure de C'est pas sorcier. En tout, je ne sais pas combien tu as fait, 560 épisodes. Un an après, l'idée géniale du camion. Je pense que tous ceux, puisque maintenant, ces émissions vivent toujours par la magie d'Internet. Et puis, bon, après, bien sûr, tout s'arrête au bout d'un moment, en 2013. Bon, il y a eu C'est Jamie en quotidienne et maintenant Le Monde de Jamie, où tu as 8 rendez-vous par an pour nous faire découvrir cet univers. Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la science? Alors, assez tard finalement, parce que moi j'ai une formation littéraire. Voilà, je n'imaginais pas faire une carrière de journaliste scientifique. Voilà, j'avais fait une seconde C et puis les sciences m'embêtait à cette époque. Ah bon? Ouais, absolument. Alors, ça peut s'expliquer. Hein, j'étais probablement pas assez assidu et je ne Aujourd'hui, je le regrette d'ailleurs. Mais je suis arrivé, j'ai découvert la science sur le tard, vers l'âge de 25 ans, quand j'ai commencé mon métier, parce que j'ai très vite pigé pour fait des piges pour des journaux scientifiques, et j'avais envie de comprendre comment ça marche. Et là, j'ai découvert un monde. J'ai découvert un monde et j'ai découvert aussi un public qui ne savait pas forcément, à qui on ne donnait pas forcément les clés pour comprendre. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de faire le trait d'union entre
les sachants et ceux qui avaient envie de savoir. Et me considérant, moi, le premier, comme ayant envie de savoir, envie de comprendre. Et puis est arrivé le Covid, et là, une autre aventure, c'est-à-dire que tous les jours, tu postais des vidéos, et en quelque sorte, ça se concrétise à travers les Épicurieux aujourd'hui. Oui. Alors, en fait, j'ai vu comme beaucoup l'arrivée de ces nouveaux médiums sur les écrans que sont les réseaux, et vers 2015-2017, là je me disais il faut absolument se positionner sur ces nouveaux supports parce que il y a tout un public qui va s'informer sur ces supports. Donc, il faut être présent. À l'époque, il y a toujours, et c'est logique, c'est normal, beaucoup de critiques à l'égard de ces supports, mais on ne peut pas faire que critiquer, il faut aussi occuper le terrain. Donc, voilà, j'avais très envie d'aller sur ce terrain, mais je ne savais pas vraiment comment. Et puis, eh bien, le Covid est arrivé et finalement, j'ai profité de ce moment pour me lancer sur les réseaux. À plus de 50 ans, je suis devenu un jeune youtubeur. Voilà. Mais c'était très intéressant parce que j'ai réappris un métier et j'adore apprendre. Et j'y suis allé, mais vraiment avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'écoute. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient 30 ans de moins que moi, mais qui sont devenus mes mentors, qui m'ont expliqué des choses. Et il ne faut pas avoir peur, jamais, d'apprendre des autres, même s'ils sont plus jeunes que vous, parce que c'est eux qui maîtrisaient ces techniques, qui maîtrisaient ce langage, et j'ai appris de nouvelles formes d'écriture. Et comment justement, comment tu travailles sur de façon très différente si tu fais des épisodes pour Épicurieux ou quand tu fais le monde de Jamie, avec toujours cette volonté de trouver l'astuce, le petit truc. Alors, il y avait les maquettes du temps de C'est pas sorcier, etc. Mais ce qui permet de bien comprendre et de faciliter la transmission. Alors, c'est sûr que C'est pas sorcier a été un tremplin, une charnière. On a eu la chance avec Fred de créer C'est pas sorcier à un moment où les écrans prenaient de plus en plus de place et il y avait un nouveau ton qui s'installait, notamment autour du traitement des sujets de science. Ma manière de travailler aujourd'hui, que ce soit pour la télévision avec Le Monde de Jamie ou les Épicurieux sur les réseaux, ou même quand je fais le bouquin 365 jours avec Jamie, elle est la même au départ. C'est-à-dire que je fais mon job de journaliste et les équipes que j'anime font leur job de journaliste, parce que il faut bien vous dire que je ne fais pas tout seul. Pour Le Monde de Jamie, il y a une équipe de 5 journalistes. Pour les Épicurieux, il y a une équipe de 6 journalistes. Et voilà, ce sont eux aujourd'hui qui vont chercher les infos, les mettre en partie en forme. Alors évidemment, je suis toujours là pour choisir avec eux les sujets, les angles, relire, retravailler les sujets en permanence au quotidien, mais il y a ces 2 équipes qui travaillent en permanence sur ces sujets, qui vont chercher les infos et à qui j'ai essayé d'insuffler, et je pense que ça a marché, ma manière d'aller chercher une information, de bien délimiter notre périmètre, qu'est-ce que nous on veut dire, qu'est-ce qu'on doit expliquer, jusqu'où on doit aller, à partir de quel moment c'est clair, quand ça n'est pas clair, et de veiller justement à ce que l'on diffuse ou publie soit toujours accessible, compréhensible, conceptualisable par le public. J'ai oublié la question.
Voilà. Mais c'est ça. Qui a déjà regardé un C'est pas sorcier? Bah voilà. Hein? Et moi aussi. Ah bah c'est l'unanimité. Hein. Et qui connaît Épicurieux? Ah ouais, pas mal. Hein? Ouais. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des supports qui ont pris le relais. Donc tout à l'heure, oui, pour conclure quand même par rapport à ce qu'on disait, la manière de travailler au départ est toujours la même. Après, c'est la mise en forme qui va changer. Et elle va changer évidemment dans la durée des alors, documentaires et vidéos pour YouTube. Ça va changer, la durée, mais aussi la manière dont on va aborder un sujet, la manière dont on va le traiter, les supports que l'on va utiliser pour illustrer ce que l'on veut dire. Et il faut adopter les codes qui vont avec chacun de ces supports. Et ces supports qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. On ne fait pas de la télévision comme on fait une vidéo YouTube et inversement. Et moi, j'adore cet exercice de passer de l'un à l'autre. C'est très vivifiant. Voilà. Alors, on va passer très vite la parole parce que je sais que vous avez plein de questions. Mais avant, alors, le thème des rencontres de cette année touche autour de la vérité. Le domaine de la science, la vérité, c'est important. Elle est mise à mal aussi puisque sous différentes façons. C'est un sujet qui est très, très délicat dans le domaine de la science, la vérité. Alors, c'est instrumentalisé parfois, et oui. c'est alors tout cela, c'est des vérités évolutives aussi. Alors, hein, voilà, tout cela est vrai. Maintenant, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a des vérités scientifiques établies, et puis ensuite il y a des débats autour de certains sujets scientifiques. Il y a beaucoup de sujets qui aujourd'hui sont au stade de la recherche, d'études. On va chercher, on a des scientifiques qui émettent des hypothèses, vont chercher des preuves avec la méthode scientifique pour en tirer des conclusions. Quand on est à ce stade, eh bien, fatalement, il y a différentes écoles, parce que les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Les conclusions que l'on va tirer de certains résultats ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a des débats. Et ces débats sont nécessaires. Évidemment, quand un sujet retient, lorsqu'il y a un consensus autour de ce sujet, ben voilà, on se plie à ce consensus, un consensus, encore une fois, étayé, un consensus argumenté. Voilà, et bien on se plie à ce consensus. Mais il faut aussi faire état des débats. Quand on fait le monde de Jamy, plus qu'avec Épicurieux, eh bien, très souvent, on met en avant des hypothèses, des questions que se posent des scientifiques, et puis, eh bien, on présente les différentes conclusions, le sujet et les hypothèses. Voilà. Donc, il faut jamais confondre les deux, débats autour de certaines questions et puis vérités qui aujourd'hui sont acquises. Voilà. Et ces vérités qui très souvent sont remises en question par voilà, la Terre est plate, par exemple. La complosphère, comme l'on dit. Voilà, la Terre est plate, nous ne sommes jamais allés sur la Lune, etc., etc. Bon, eh bien, puisque tu as parlé de débat, on va passer aux questions. Je sais que vous en avez plein. Alors, et voilà. Le micro arrive. Le micro arrive. Lève encore la main qu'on te repère. Bien. Bonjour. Déjà, je pense que je vais parler pour toute la salle en disant que, Jamy, vous avez été un symbole d'éveil scientifique pour tout le monde ici.
Ma Merci. question, c'était par rapport à l'apparition de contenus qu'on peut dire courts, comme par exemple les shorts, les TikTok, etc. Est-ce qu'on peut promouvoir un éveil scientifique ou en tout cas de l'éducation de qualité à travers d'un contenu plus court qu'une vidéo plus en détail? Alors, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure à propos des écritures. On ne peut pas tout dire dans un short. On ne peut pas tout dire dans un Reels. C'est pas possible. Donc, il faut être extrêmement vigilant, et c'est là tout le travail que je fais avec l'équipe des Épicurieux. Il faut être extrêmement vigilant à ce que l'on va dire, expliquer sur des formats courts. On ne peut pas tout dire, donc il ne faut surtout pas se lancer dans des grandes démonstrations ou des démonstrations qui nécessitent plus long. Il faut faire des choix. Tout ça, c'est de l'écriture. Écrire, c'est choisir. Et c'est se dire, ben, sur ce thème-là, on peut expliquer ça dans un short, mais pas aller au-delà. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de vigilance et une finesse d'écriture. Ce sont des brèves qui permettent de donner une information, pas toute une information, mais voilà, qui donne presque envie d'en savoir un peu plus. Mais on ne pourra pas tout apprendre à partir de Reels ou de Shorts. Voilà. C'est un petit aspect des choses, voilà, que l'on va porter à la connaissance du public, mais on ne peut pas s'en contenter pour connaître un sujet. Et vous l'avez dit, pour connaître un sujet, eh bien, il faut s'étendre plus. Une vidéo longue comme celle que l'on trouve sur YouTube, qui va faire entre 10 et 20 minutes, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus suffisant pour connaître un sujet. Voilà. Si on veut vraiment connaître un sujet, eh bien, il faut s'atteler à des documentaires plus longs, ceux du Monde de Jamy, par exemple, mais qui ne suffiront pas non plus. Si on veut être pertinent sur un sujet, eh bien, il va falloir aller gratter un peu plus. Voilà. Donc, non, ça ne suffit pas, mais ce n'est pas parce que ça ne dit pas tout qu'il faut s'en priver. Question, voilà. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y aurait une émission que vous regrettez d'avoir faite ou que vous auriez pu tourner différemment? Alors, oui, il y a des émissions, j'aurais aimé qu'elles fonctionnent. Parce que c'est vrai, tout le monde retient C'est pas pas sorcier, Le Monde de Jamy, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des émissions, il y a eu une émission de divertissement qui s'appelait, c'était comment elle s'appelait celle-ci? Ah, d'un seul coup, Elle n'a pas duré longtemps, si j'ai tu un t'en trou de souviens mémoire. pas. Mais non, elle a duré 4 ans, celle-ci. Incroyable expérience. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Incroyable expérience. C'était une très bonne émission. Je la cite, mais il y en a eu une autre que je regrette qui a duré une saison, qui s'appelait Mission Millennium. C'est une émission que l'on avait faite en partenariat avec l'UNESCO. C'était une sorte de Koh-Lanta de la culture générale. Et on avait tourné au Mexique sur les civilisations précolombiennes. Et malheureusement, cette émission n'a pas rencontré son public. J'aurais adoré parce que c'était une émission de divertissement aussi, mais où on apprenait beaucoup également. Et j'aimais beaucoup faire cette émission parce qu'il y avait à la fois un défi, un jeu, des équipes qui s'affrontaient, mais c'était truffé de petites informations autour des civilisations précolombiennes, puisque c'était le thème de cette année-là. Malheureusement,
l'émission n'a pas rencontré son public, comme je le disais. Celle-ci, j'aurais bien aimé la continuer. Tu avais une deuxième question, et puis il y a plein de doigts qui se lèvent, les deux mains qui se lèvent, donc vas-y. Dans C'est pas sorcier, Marcel était-il journaliste et pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus ou pas? Alors, Marcel n'était pas journaliste, c'était un personnage de l'émission. Quand on a créé ce concept avec Fred, eh bien, on voulait raconter des histoires au bon sens du terme. Et on avait besoin de personnages comme ça pour créer des relances, animer des thématiques qui étaient parfois un peu rebutantes, rendre la science plus sexy, comme dit mon ami Étienne Klein. Et rendre la science plus sexy, eh bien, ça passe par quelques artifices. Le camion en était un excellent. Marcel, la petite voix, faisait partie de la mayonnaise. Et ça permettait de mettre un petit peu de sourire autour de sujets qui, a priori, ne l'étaient pas. Je dis bien a priori parce que dès qu'on s'intéresse à un sujet de science ou autre, dès qu'on gratte un petit peu, dès qu'on essaie de comprendre, eh bien, ça devient passionnant, quel que soit le sujet. C'est vrai avec la science, mais c'est vrai aussi avec l'économie, c'est vrai avec la politique. Dès que l'on gratte un petit peu, dès que l'on comprend les concepts, eh bien, le savoir devient un plaisir. L'acquisition de savoir, de connaissances devient un plaisir. Allez, vas-y, choisis, tu as plein de mains qui se lèvent, donc... Est-ce que tu as gardé contact avec Fred, Sabine ou la petite voix encore aujourd'hui? Alors, on a gardé un peu contact, très peu, tout simplement parce qu'il ne faut jamais oublier que tout cela, c'est un métier. Alors, certes, ce sont des métiers passion, mais questionnez autour de vous, les gens qui vous entourent, ont-ils gardé des contacts avec les personnes avec qui ils travaillaient quand ils avaient 30 ans? Pas toujours. Voilà. On peut être très bons potes à une époque parce qu'on travaille ensemble, et puis après, quand on fait plus on travaille plus sur le même support, on fait plus le même job, on s'éloigne un peu. C'est normal. Question? Moi, j'ai 10 ans et j'avoue que C'est pas sorcier, ça m'a un petit peu bercé toute ma très jeune enfance. Et j'ai 3 questions, mais elles sont courtes. La première, c'est que ça m'a toujours fait une sensation bizarre. Les maquettes, est-ce qu'elles étaient réelles? Et si oui, qui les avait fabriquées? Alors, moi j'ai 60 ans et C'est pas sorcier, ça a aussi occupé une grande partie de ma vie, voilà, et ça m'a apporté plein de choses. Les maquettes, elles étaient fabriquées par un maquettiste qui s'appelle David Mahé, qui était un petit génie de la maquette, parce que c'était vraiment un artiste. On lui faisait des plans, on lui expliquait bien ce que l'on voulait montrer, parce que dans une maquette, il y a 2 choses. Il y a d'abord, et avec une infographie, c'est pareil, quand on fait Le Monde de Jamie, où il n'y a plus de maquette, mais il y a des infographies, d'abord, c'est qu'est-ce que je veux montrer précisément. Et pour montrer précisément quelque chose, et là, on est pile dans le thème de la vérité, eh bien, il faut le comprendre, bien comprendre ce que l'on veut montrer et à quel stade de l'émission on va le montrer. Une émission, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, même si elle est très sérieuse, c'est un scénario. On apprend des choses au début et puis petit à petit, on va en apprendre davantage. Donc, on a besoin d'un support, d'une illustration, d'une maquette à tel stade de l'émission. Qu'est-ce que le public sait du sujet à ce stade-là? Comment on va devoir construire la maquette? Qu'est-ce qu'on veut montrer précisément? Ça, il faut d'abord le définir. Et ensuite, une fois que c'est bien défini, eh bien, on fait un croquis, on le donne au maquettiste, et lui aussi fait l'effort de comprendre ce que l'on veut montrer, mais il va rendre tout cela beau et un petit peu magique. Inventer les mécanismes qui vont faire que
tel objet va se lever au moment où on en a envie ou pas envie, faire arriver de l'eau, enfin voilà, tous les artifices qu'il y avait dans une maquette. Et donc, David fabriquait les maquettes à partir de ces éléments et les mettait en forme de façon artistique, dans le ton de l'émission, en adéquation avec la manière dont on avait l'habitude de parler, de traiter les sujets. Il faisait tout ce travail merveilleusement bien. Voilà, pour ta première question. Ma deuxième, c'est ça prenait en moyenne combien de temps de faire un épisode de C'est pas sorcier? Alors, ça prenait 8 semaines. Ah oui. 8 semaines entre le moment où on décidait un sujet et le moment où on le tournait. Quand on fait les vidéos longues sur Épicurieux, c'est entre 3 et 4 semaines. Quand on fait un monde de Jamie, on en fait 8 dans l'année, c'est 5 à 6 mois. Donc, c'est très long. On n'a pas le sentiment comme ça quand on regarde la télévision. Si vous voulez, enfin, on n'a pas le sentiment. Il y a certaines émissions qui se tournent très rapidement, en direct, mais quand on fait une émission qui nécessite d'aller chercher des informations, de comprendre, de trouver des archives, de trouver des témoins, des scientifiques qui vont nous expliquer les choses, qui vont les expliquer clairement. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ça, au début, ce sont des mots, c'est de l'écriture. Même si on fait de la télévision, même si on fait de la radio, on écrit énormément. Même quand on fait des vidéos YouTube, on écrit. Dites-vous bien une chose, c'est que le plus important dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que les journalistes font, tous ceux que vous allez rencontrer pendant cette journée, leur outil de base, c'est le mot. Ce sont des mots, ce sont des phrases, des ponctuations, de la grammaire. Parce que la grammaire va donner du sens aux mots, va donner du sens aux phrases. Et si l'on n'écrit pas, eh bien on est incapable d'imaginer un film, de tourner un film. Au départ, souvenez-vous toujours de cela, il y a les mots, la lecture, l'écriture. Allez, ta dernière question, parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent, donc... C'est juste, tu parlais de débat et de vérité. C'est bizarre comme question, mais est-ce qu'il y a des débats, même s'ils sont prouvés, il y en a qui continuent de croire à leur théorie? Bien sûr qu'il y en a qui continuent à croire, mais là, on n'est plus dans le débat, on est dans l'idéologie. Et tu as dit un mot juste, tu as dit le mot « croire ». Une croyance, ce n'est pas un savoir. Une croyance, c'est une certitude sans preuve, alors qu'un savoir, c'est une certitude avec des preuves. Alors, plein de questions, derrière, devant, partout. Alors, à côté, là. Non. Bonjour, c'était pour savoir ce qui vous avait le plus passionné dans votre métier de journaliste. Plein de choses. Plein de choses. La première, mais je l'ai un peu, vous l'aurez sûrement deviné quand je vous ai décrit la manière dont on travaillait sur ces différents supports, la recherche d'informations, la recherche de la compréhension. Comprendre un sujet, c'est une réjouissance, vous ne pouvez pas savoir. S'atteler à un sujet qu'on ne comprend pas et le comprendre, le conceptualiser, ça vaut tout l'or du monde. Et puis ensuite, il y a la mise en forme. Je vous l'ai dit, c'est les mots, ce sont les images. Et c'est le deuxième effet qui se coule. C'est réussir une mise en forme qui va porter cette petite étincelle
que l'on a eue quand on a compris et qui va porter cette étincelle aux yeux du public. Voilà. Ça, ce sont les deux choses les plus réjouissantes dans ce métier. Après, il y a évidemment les rencontres, les voyages, les découvertes, mais les deux choses qui se retrouvent partout et que je vis encore quotidiennement, c'est ça. On va aller de ce côté-là un peu pour changer de côté, puis on va revenir, puis on ira devant. Vas-y. Avez-vous vraiment tourné dans un camion dans C'est pas sorcier ou c'était juste une mise en scène? Alors, le camion de C'est pas sorcier existait, mais nous avions reconstitué en studio, la remorque du camion. Voilà, c'était plus facile pour tourner. Maintenant, il y a un truc je vais vous raconter une petite histoire. Quand on faisait C'est pas sorcier, depuis 4-5 ans, et un jour j'appelle David, le maquettiste, et je lui dis, je vais venir avec un journaliste. Non, je ne l'appelle pas, je me rends à l'atelier, et je lui dis, la prochaine fois, je vais venir avec un journaliste, et on va te filmer, prendre des photos, parce qu'ils veulent savoir comment tu travailles, et faire un article sur toi, et voir comment tu travailles. Et le papa de David, qui était lui aussi maquettiste-décorateur dans le cinéma, me dit, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais comment ça, il ne faut pas faire ça? Il me dit, non, vous êtes en train de casser la magie de ce que vous avez créé. Ne révélez jamais les coulisses de ce qui crée le plaisir du public. Le public vous voit dans un camion, voit des maquettes qui marchent toutes seules. Ne leur racontez pas comment c'est fait et ce qu'il y a derrière. Laissez vivre la magie, laissez vivre l'insouciance. Voilà. Question? Ouais. Merci. Merci de nous accorder ce temps pour discuter. Ça fait longtemps que je vous suis, même encore aujourd'hui, le matin, vous m'accompagnez dans ma journée, j'écoute vos vidéos Épicurieux. Et donc, par rapport à toutes les informations que vous pouvez trouver pour faire vos vidéos, ma question, c'est comment vous faites, vous, avec votre équipe, pour trouver le vrai du faux et lutter contre les intox, parce que c'est très compliqué de faire en sorte que tout le monde ait accès à la vérité. Merci. Alors, l'équipe d'Épicurieux, je disais tout à l'heure, elle est constituée de 6 journalistes et dont 2 sont vraiment chevronnés. C'est des journalistes qui ont de la bouteille, comme on dit dans le métier, et qui ont acquis des réflexes. Alors, c'est des journalistes avec qui je travaille, moi, depuis très longtemps, évidemment. On choisit l'équipe avec laquelle on va travailler. Comme je vous le disais, moi aujourd'hui, je ne peux pas être sur tous les fronts. Je travaille avec 2 équipes, et notamment avec les Épicurieux, des journalistes que j'ai choisis, en qui j'ai confiance, dont je connais les méthodes de travail. Et je dois leur faire confiance. Je dois leur faire confiance parce que je ne peux pas être derrière eux en permanence, et je sais qu'ils travaillent bien. Donc, la méthode, c'est de toujours vérifier les sources, de se poser des questions. C'est-à-dire que, je vais vous dire, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin, par exemple, dans le train en venant ici. On va tourner un sujet la semaine prochaine, que j'ai déjà relu 2 fois. C'était ma 3e relecture. Et je le lis, et il y a des passages, je me dis, mais est-ce que vraiment on peut dire les choses ainsi? Clac. Je le souligne, je le mets en commentaire sur le drive, et je dis, ça, il faut absolument qu'on le vérifie auprès d'un ethnologue du Muséum national d'histoire naturelle. Je donne un nom. OK? Et on va avancer comme ça. On a déjà un premier travail qui a été fait par le journaliste. Il est allé chercher des informations, il les a vérifiées, on a écrit le séquencier.
Mais même une fois qu'il est écrit, quand on le relit, au moment où on le lit, il faut se mettre... Moi, c'est un travail sur lequel je suis très, très vigilant. Quand je relis ces textes-là, je me mets toujours à la place soit du lecteur, du téléspectateur ou de l'utilisateur, parce que, et je me mets à sa place en me disant ce que je suis en train d'écouter, de voir ou de lire, est-ce que ça ne peut pas être compris d'une autre manière? Tu vois, je vais être bien sûr que ce soit compris dans le sens, qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Donc, je vérifie tout ça. Et dès qu'il y a un doute, ou même sur une expression, attention, si on le dit comme ça, on pourrait penser que on va vérifier. On va vérifier auprès d'un expert, mais les experts, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une quantité de gens qui se présentent comme experts. Moi, les experts que je choisis, c'est plutôt des scientifiques, des chercheurs. Je te l'ai dit, en ethnologie, par exemple, c'est le musée de l'homme, du musée national d'histoire naturelle. Je vais aller chercher des compétences pour vérifier que ce que je dis est juste. Alors, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Ça arrive. Et quand ça arrive, il faut les reconnaître. Tu avais une question derrière? Non, c'est fini? Tu veux plus? Quand avez-vous eu ce déclic de je vais apprendre et enseigner les sciences? Alors, je ne suis pas enseignant. Qui me pose la question? Je ne suis pas enseignant. Je me bats d'ailleurs, parce que souvent, quand on m'interroge sur des plateaux, on me dit ah, vous feriez un prof génial. Je dis non, c'est pas du tout le même métier. Je ne suis pas enseignant, je suis un passeur de savoir. Je peux éventuellement, et j'en suis très fier, donner un petit coup de main à un prof s'il a envie d'utiliser une émission comme support, mais je ne suis pas enseignant. Je fais des émissions qu'on peut regarder pour enrichir ses connaissances, aussi un peu pour se divertir, mais je n'ai pas la charge qu'a un enseignant. Moi, je parle devant une caméra, de temps en temps devant un public, mais je ne monte pas sur scène plusieurs fois par jour. Et j'ai la chance, moi, de m'adresser à un public qui est acquis. Un enseignant, son public, il n'est pas toujours acquis. Et il va monter plusieurs fois sur scène chaque jour. Donc, on ne fait pas tout à fait le même métier. On ne fait même pas du tout le même métier. Et j'en parle en connaissance parce que un de mes fils est enseignant. Et on parle souvent de ce rapport avec moi, avec le public, lui avec ses élèves. Et même avant qu'il soit enseignant, j'ai toujours fait la différence et j'insiste sur ces deux métiers qui sont très différents, qui sont destinés à acquérir des connaissances, mais pas de la même manière et pas avec le même objectif final. Question? Puis après, il faudra venir un petit peu au milieu pour qu'il y ait des gens au milieu qui veulent poser des questions aussi. Alors ça y est, tu auras une autre question. Tu as retrouvé ta question? Bon, allez, après. C'était pour vous poser la question de quel épisode vous a le plus marqué? Dans quoi? Dans C'est pas sorcier? Oh là là, 5 sur 500. Alors, c'est pas un épisode, il y a une thématique dont je suis devenu, qui est devenue une passion personnelle autour de la géologie et du volcanisme. Voilà. On avait fait en 2001 une émission sur les volcans qu'on avait tournée au pied de l'Etna et sur l'Etna, et on avait eu la chance d'assister au réveil de l'Etna. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus banal, on va dire, parce que l'Etna se réveille en moyenne tous les 2 ans. Voilà.
à l'époque, il ne s'était pas réveillé depuis 15-16 ans. Donc, on avait eu la chance d'assister au réveil de l'Etna et ça a été un coup de foudre. Voilà. Et depuis, j'arpente les volcans, y compris pour mon plaisir personnel. Voilà. Sans caméra. Question? Bonjour, ici. Oui, oui. Content de vous parler, vous entendez ma voix, j'ai tellement entendu la vôtre, un peu toute mon enfance aussi. Moi, j'ai plutôt la trentaine. Dans mon enfance, j'ai pas raté un épisode de C'est pas sorcier, à part un seul. Donc vous étiez un ami du quotidien, finalement. Tous les jours, à l'heure du goûter, vous étiez là. Et il y a un seul jour où je me souviens avoir dit à ma mère, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, Jamy est pas à la télé. C'était le 11 septembre 2001. Et sinon, vous étiez là tous les jours, tout le temps dans mon enfance. Et puis, à 18 ans, je fais un stage chez Éclair, à Vanves. Et je découvre devant mes yeux le studio, le camion reconstitué. Et pendant mon stage, tout s'arrête. On est en 2013, les choses se décortiquent. Est-ce qu'il y a eu un trou après, un arrêt après ça pour vous? Est-ce que ça a été un peu plus compliqué? Parce qu'après une telle aventure, moment de décompression, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe plein de choses. Il y a à la fois un trou, mais il faut rebondir très vite. C'est-à-dire que cet arrêt était programmé, on le savait. Donc, quand ça s'est arrêté, bon, voilà, on avait déjà pris un autre élan. Évidemment, quand une émission s'arrête, ça fait toujours mal, parce que on y a mis ses tripes. Moi, j'ai commencé C'est pas sorcier, j'avais 29 ans. 19 ans à faire C'est pas sorcier, c'est une vie. Moi, j'ai commencé C'est pas sorcier. Mon premier fils n'était pas encore né. Ça s'est arrêté. Il était en études supérieures, en école d'ingé. Donc, vous voyez qu'il se passe énormément de choses. Mais en même temps, 19 ans, c'est long. Et on se dit qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie, même s'il y a encore plein de choses à expliquer. Il y a un moment où, même si j'étais bien dans le camion, quand on m'a dit le camion, en sortir, c'était peut-être salutaire. Donc, il faut se dire, voilà, c'est une page qui se tourne, on va en ouvrir une autre. Question. Il y a plein de bras, alors allez-y. Vas-y, tiens. Oui, devant toi. Vous disiez plutôt que malgré toute la rigueur qui peut caractériser votre travail, vous laissez passer parfois quelques erreurs et qu'il fallait revenir dessus. Mais comment vous revenez dessus et comment vous pouvez, comment vous gardez cette crédibilité malgré quelques erreurs qui peuvent être faites? Il n'y en a pas eu beaucoup, hein? Non, mais il y en a, et il y en a plus il y en a plus sur les réseaux parce que sur les réseaux il y a davantage de publications, et donc il faut les reconnaître, et puis après il faut quantifier, je dirais, le degré d'erreur, et l'objectif, c'est de garder une crédibilité, de tout faire pour la garder. Donc, voilà, on reconnaît son erreur, on explique ce qui s'est passé, on corrige, voilà, et puis on continue d'avancer. Quelqu'un a le micro, vas-y. Si vous deviez refaire C'est pas sorcier aujourd'hui, que changeriez-vous? Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas répondre à la question parce que je ne veux plus refaire C'est pas sorcier. La page est tournée et je n'y pense plus. Ma vie professionnelle est ailleurs. Ma vie professionnelle, elle est avec les épicurieux, elle est avec le monde de Jamy, à faire évoluer le monde de Jamy, à trouver de nouvelles
forme d'expression pour le monde de Jamie, pour Épicurieux, c'est là. Mais voilà, c'est pas sorcier, c'était avant. Voilà, et je préfère penser à après qu'à avant. On va retourner par ici, vas-y. C'est pas une question comme toutes les questions qui ont été posées avant, mais je voulais vous demander, pour vous, est-ce que vous pensez que du coup, les IA d'aujourd'hui peuvent réussir un jour à remplacer toutes les émissions que vous avez faites? Est-ce que l'IA peut les remplacer? Non, je pense pas, parce que nous les avons faites. Voilà, ce sont des êtres humains qui les ont faites. Alors, je ne suis pas farouchement opposé à l'IA. L'intelligence artificielle est un outil qui peut être très utile, mais il faut savoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans l'IA? Qu'est-ce qu'on ne va pas utiliser? Qu'est-ce qu'on va garder? Comment garder la maîtrise des choses? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois sur des questions extrêmement précises de mettre l'intelligence artificielle en défaut et de lui dire. Et je me suis aperçu que quand l'intelligence artificielle n'existait pas, eh bien, elle a tendance à inventer des choses. Voilà. Ou même parfois de les simplifier. Voilà. J'ai obtenu des réponses en disant, mais je croyais que, ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est ce que disent les experts. Là, je m'adressais à un profane. Ben non. Donc, il faut vraiment prendre du recul avec l'intelligence artificielle et savoir vraiment comment l'utiliser, ce que l'on veut en faire. Alors, question comme juste à côté. C'est encore une question sur C'est pas sorcier, mais pourquoi et comment vous est venue l'idée de faire cette émission? L'idée, elle est venue parce qu'avec Fred, on faisait une émission qui s'appelait Fractal et qui s'est appelée aussi C'est pas sorcier, mais qui n'avait rien à voir avec le décor du camion et le concept qui a été utilisé pendant 19 ans. C'est une émission tout à fait classique avec des reportages et un plateau. Et à la fin de chaque émission, on prenait des thématiques très larges. À la fin de chaque émission, on se posait la question avec Fred, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a retenu de cette émission? Est-ce qu'on sait davantage comment pousse un arbre, comment un sous-marin flotte entre deux eaux, comment fonctionne un volcan, comment se déplacent les plaques tectoniques, comment un satellite se maintient en orbite? Non. On avait évoqué ces sujets, on avait dit, mais on n'avait pas expliqué. Et on s'est dit, nous, on a envie de faire une émission où on explique. Où à la fin de l'émission, on a compris comment un satellite tient en l'air. Et voilà, on a écrit un concept, et on l'a présenté, et il a été accepté. Question ici. Laetitia, on a encore combien de temps? Hein? Bon. Alors, on va prendre quoi? 3 questions. Bonjour. Merci d'être là et merci d'avoir passé un peu de notre face tous. J'ai une question. Avez-vous un personnage qui vous a donné envie de faire ce métier, comme un idole ou une personne Il y en a plein. Il y en a plein. Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pas du tout, c'est pas des plaisanteries. J'ai regardé Marie-Laure et Yves Mourouzi pendant des années. Ils ont fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier parce que Marie-Laure et Yves Mourouzi ont révolutionné la façon de présenter l'actualité. Et je pense que finalement, dans C'est pas sorcier, il y a sûrement
quelque chose de ce que vous avez... Si, quelque chose de ce que vous avez apporté, parce que vous avez su parler d'actualité avec simplicité, en désacralisant un petit peu les choses. Et de la même manière, avec C'est pas sorcier, on a parlé de science sans blouse blanche, en faisant descendre la science de son piédestal. Attention, toujours de manière très sérieuse. Et je crois qu'il y a un lien dans tout ça. Et que finalement... Que je découvre. Ben oui, non, mais bonheur. je suis persuadé, parce que, vous savez, on se demande toujours, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ci? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Dans une vie, on voit plein de choses. Et les choses que l'on voit, elles s'impriment quelque part dans notre cerveau. Et puis, tout ça, ça fait une espèce de tambouille, et il en sort toujours quelque chose. Donc, les inspirations, elles sont là. Elles sont aussi à travers certains profs, certains scientifiques que j'ai croisés. Voilà. L'inspiration, elle vient de tout ça. Le premier stage que j'ai fait en radio, premier stage de journalisme en radio, je suis parti le soir en disant ils sont tous fous, je ne ferai jamais ce métier. Et puis, ça c'était le lundi soir. Et le vendredi, je suis rentré en disant je maintiens mon premier choix, c'est le métier que je veux faire. Tu vois, parce que, voilà, j'avais rencontré des journalistes, je les ai écoutés, je ne me suis pas fié, ça c'est super important. Je ne me suis pas fié à mon premier a priori. Jamais se fier au premier a priori. Toujours gratter un petit peu. Ce sujet ne me plaît pas, cette matière ne me plaît pas, a priori. Mais si j'essayais d'être le plus fort, d'être plus fort que cette matière, si j'essayais de l'apprivoiser, là, ça devient merveilleux. Et c'est vrai pour tous les métiers. Vous ferez sûrement des stages quand vous allez commencer, enfin je sais que dès la troisième et en seconde, première, on en fait, et puis ensuite, quand vous serez en école d'ingé ou ailleurs, de commerce, vous ferez des stages. Ne vous fiez pas aux premières apparences. Grattez un petit peu avant de formuler un jugement. Grattez un petit peu. Essayez de savoir pourquoi tous les gens avec qui vous êtes aiment ce qu'ils font. Pourquoi eux, ils aiment ce qu'ils font, alors que vous, a priori, vous ne trouvez pas ça fantastique. Essayez de savoir ça. Et peut-être que comme eux, vous allez, en tout cas à ce moment-là, si vous faites ça, les gens avec qui vous êtes vont sentir que vous êtes intéressés. Et dès lors que vous êtes intéressés, ils vont commencer à vous dire pourquoi ce métier est intéressant et pourquoi il les passionne. Et quoi que vous fassiez, quel que soit le métier que vous faites, que vous allez faire, ça se produira. Allez, on a encore le temps. Bonjour, vous nous avez dit que vous vous êtes adapté au format regardé par les jeunes, donc sur des réels par exemple. Et je voulais vous demander, est-ce que ça vous fait peur un peu ce changement? Parce que du coup, les jeunes s'intéressent moins au format long et on a moins d'informations aussi dans ces formats courts. Donc est-ce que ça vous fait peur ce changement-là? Alors, ça ne me fait pas peur. Ça fait pas partie. Certaines choses me font peur, mais ça ne me fait pas peur. Je me dis simplement que on ne peut pas se contenter des contenus qu'il y a dans des formats courts pour être informé. Ce n'est pas suffisant. Mais il n'y a pas que l'information qui entre en jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour formuler une idée, je ne parle pas de jugement, on a besoin des informations, mais on a aussi besoin de tout ce que l'on a appris
à l'école. Aujourd'hui, on remet en question l'information, mais ce sont toutes nos connaissances qu'il faut remettre en question, l'acquisition de nos connaissances. On le voit bien dans tous les grands débats qui sont sur la place publique, qu'ils soient scientifiques, géopolitiques, politiques. Si on n'a pas un minimum de bases, et j'en ai parlé beaucoup de ces bases, et elles sont essentielles pour formuler un propos qui se rapproche de la vérité. On a besoin de ces bases. On a besoin de ce que l'on a appris à l'école, en cours de géographie, en cours d'histoire, en cours de physique, en cours de maths aussi, et en cours de français. On a besoin de tout cela. Et peut-être que parfois on se limite au format court parce qu'on ne fait pas assez référence à tous ces acquis qui sont posés quelque part dans notre mémoire. On se dit, voilà, ça suffit. Ben non, si vous les confrontez avec tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes à l'école primaire, depuis que vous faites que vous avez des cours d'histoire ou de géographie, vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Donc, ne vous contentez pas des savoirs contenus dans un Reels ou dans un short. C'est bien pour entretenir, mais ne vous en contentez pas. La vérité se trouve ailleurs, toute la vérité, puisqu'on parle de vérité. Ce sont des bribes qui peuvent permettre de construire un discours de vérité. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui savent vont s'en contenter, parce que ce sera un rappel. Mais ceux qui ne savent pas, eh bien, il leur manquera quelque chose. On peut prendre encore une question, Laetitia? Par ici. Parmi tous les sujets que vous avez abordés dans vos émissions, il y en a que vous préférez? Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est les volcans. Voilà, le sujet des volcans. Mais voilà, un peu plus que les autres, mais tous les sujets m'ont passionné. À chaque fois, c'était la première question, à chaque fois que j'ai travaillé sur un sujet et que j'ai appris quelque chose, eh ben, je me suis épanoui. Et je m'épanouis toujours aujourd'hui quand j'aborde un sujet que je ne connais pas. Quels sont les avantages et les inconvénients à publier vos reportages sur YouTube plutôt qu'à la télévision? Mais d'abord parce que le monde de Jamie n'est pas regardé par tout le monde. Je ne suis pas sûr que vous regardez le monde de Jamie. En revanche, vous êtes beaucoup plus nombreuses et nombreux à regarder Épicurieux. Donc, c'est un support qui vous est plus accessible. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai commencé sur les réseaux, ça faisait déjà longtemps que je me posais la question, comment accéder à ce nouveau support, occuper ce terrain. Voilà, donc c'est un nouveau terrain et c'est un terrain qui est essentiel si je veux toucher un autre public. Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage aussi, peut-être, c'est que je ne vais pas dire qu'il y a moins de rigueur, mais sur certains points, il y a moins de rigueur. Alors, je parle surtout en termes de format. En télévision, quand on fait un monde de Jamie, il doit faire 110 minutes ou il doit faire 52 minutes, mais pas 53 ou 54. Avec les réseaux, quand j'estime, moi, qu'une vidéo mérite 8 minutes, elle en fait 8. Si elle en mérite 20, elle en fait 20. Donc, c'est un autre avantage. Bon, on est obligé d'arrêter. Je pense qu'on aurait pu continuer. Je suis désolée de la frustration qu'on va engendrer, puisque vous aviez plein de questions encore à poser. Mais on peut dire un grand merci à Jamie, voilà, qui... Merci beaucoup.
Voilà. Merci et bon, j'espère que mes réponses ont été claires. Et juste pour vous dire que si je suis là, c'est surtout grâce à vous et grâce à vos parents qui m'ont regardé, grâce à vos enseignants qui ont diffusé les émissions de C'est pas sorcier. Et aujourd'hui, certains mondes de Jamie et certaines vidéos d'Épicurieux. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis merci Marie-Laure. Jamie a pris le temps d'écrire. Voilà, alors là, il est dans la fiction, mais il y a un livre qui vient juste de sortir chez Albin Michel. C'est La vie des forêts. C'est Les ailes de la forêt. Les ailes de la forêt, voilà. En dédicace cet après-midi. Ah bon? Ah bon? Alors, très bien. En dédicace cet après-midi. Voilà. Et voilà. Et Jamie a fait l'aller-retour pour vous voir. Donc, grand merci.